Fisher, bienvenue à CoachTaxi.tv. Ouais, ben, je suis vraiment content. C'est en compagnie de aussi la mascotte. Mais ça, c'est Uber ou taxi conventionnel? Ou je veux le savoir parce que je vais être politiquement correct. C'est un taxi. Même si je ne l'ai jamais été. C'est un taxi virtuel. Ah bon? Voilà. Ça veut dire que ça a des vertus? Un cyber-taxi. Ah, ouais. Alors, parlant de vertu. Hey, on est de bonne humeur, là, c'est pas normal. C'est samedi. Ben, il fait beau. Ah, ben, c'est samedi, on n'est pas supposé travailler. Ben, oui. On travaille pas avec toi, oui, nous. Dis ça à ma femme, ben oui, on travaille pas. Et voilà. Mais écoute. Elle dit, je vois juste ton dos. Ben, j'ai dit, chérie, fais-en ce que tu veux, tu sais. J'aimerais ça que tu nous présentes ton nouveau livre. Oui, mais j'en suis vraiment content. Ça s'appelle Le Retour du millionnaire. Ça a été écrit un peu en état de transe, comme on avait à l'habitude. Hein? Tu veux dire les gens chez toi à la maison ou toi en état de transe? Non, les lecteurs. mais ça a été écrit, mon bon ami et éditeur, Michel Ferron, de Monde Différent. On a parlé de ça, on s'est entendu. Puis après ça, c'était une expérience un peu amusante parce qu'au départ, je voulais faire un peu la suite du millionnaire qui a eu tant de succès, qui a été vendu à quelques 2 millions d'exemplaires, traduits à 30 langues. Oui. Puis je l'ai relu après 20 ans. Puis pour la première fois de ma vie, expérience un peu inusuelle, j'ai trouvé que c'était pas si mal. J'avais toujours trouvé mauvais. C'est un peu bizarre comment les créateurs on perçoit nos œuvres. Ouais. Lui, il est vraiment mignon. Il est trop mignon. Puis Marc Fisher a perdu la boule, même, le il est monsieur. exploité. Ce chien est exploité. Son maître est un chien. Mais c'est pas grave, il est mignon, je l'adore. Alors continuons. Oui. Mais oui, c'est ça. Puis, Michel Ferron, qu'est-ce qu'il a choisi plutôt d'y aller avec oui, ce Retour livre. du millionnaire? Oui, puis donc je l'ai relu, puis en même temps je me suis dit, ah non, je peux pas faire vraiment une suite. Puis aussi, vu mon âge avancé, malgré mon mariage avec une très jeune femme, là je me suis dit, à mon âge, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'avais déjà beaucoup parlé du succès, peut-être un peu trop, me reprocheront les critiques qui ne lisent pas mes livres, mais le reprochent quand même. Oui. Pour un romancier. La spécialité des critiques, c'est de parler des auteurs sans les lire. Ouais. C'est comme, c'est le time management 101. Dis n'importe quoi, si tu n'as rien lu, ça passe quand même. Ouais. Et surtout, répète ce que les autres critiques ont dit. Tu peux me quoter on that, parce que c'est ce que je pense. Mais finalement, là, je me suis dit à mon âge, OK, qu'est-ce que c'est le succès? Parce que le succès, j'en ai beaucoup parlé. Puis là, je me suis rendu compte, ou en fait, je me suis rappelé que finalement, le succès, c'est ce que j'appelais un peu la vie magique. C'est-à-dire, tout le monde a ce rêve, justement, de la vie de rêve. C'est-à-dire, la vie de rêve, c'est d'être célèbre, d'être pris, tout ça. Mais quand on voit ça, on se rend compte que c'est pas nécessairement une équation avec le bonheur, avoir tout ce que la société dit qui est la chose à avoir ou à désirer, obtenir ou travailler, sacrifier tout. Ben, finalement, beaucoup de gens qui ont eu ça n'ont pas le bonheur, donc ils ont fait des grands sacrifices, puis surtout à la fin avec pas grand-chose, les mains vides. Et là, je me suis dit, mais, et l'histoire, justement, c'est l'histoire d'aller vers la vie magique. La vie magique, c'est que dès que tu comprends que le plus important dans la vie, c'est ton développement intérieur, ton développement spirituel, et que tu peux commencer tout de suite. Le livre pourrait s'appeler Le bonheur immédiat. C'est-à-dire, t'as pas besoin, à partir du moment où tu comprends que peu importe où tu es dans ta vie, peu importe ta condition, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois seul ou en couple heureux, en couple malheureux, à un moment donné, tu dis, dans tout l'univers, dans tout l'espace, dans toutes les planètes, dans tous les siècles, je suis moi, Marc-André Morel ou Marc Fisher. Marc Fisher, c'est une grande chance, évidemment. Mais je suis moi, soyons sérieux, et il n'y a personne d'autre que moi qui, à ce moment-ci, peut vivre ce que je vis, l'expérience, peut être heureuse, malheureuse, et à partir de ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire de ça? Qu'est-ce que je peux faire de ça? C'est me développer intérieurement, et aussi c'est être en relation d'aide. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout être dans sa vie, c'est Goethe qui a dit ça, pour être heureux, ça prend 2 sacs dans la vie. Un sac dans lequel on reçoit le bonheur, un autre sac dans lequel on donne le bonheur. Alors, dans toute rencontre, à chaque jour, moi je te rencontre, c'est pas facile. Je rencontre ton chien, c'est agréable. Mais
On est toujours en relation d'aide. Et à partir du moment où on comprend ça, il n'y a pas de plus grand succès que d'aider la personne qui est devant nous. Si vous étiez dans une île, seul, avec une personne, le succès, ça serait d'aider cette personne et aussi d'être ouvert, de recevoir les conseils qu'elle peut vous donner pour qu'elle vous aide, cette personne-là. Parce que ça va dans les deux sens. Beaucoup de gens, des fois, vont refuser l'aide, sont fermés, sont bornés, allons nous dire, ou sont un peu trop attachés, hélas, à leur malheur. Des fois, on ne s'en rend pas compte parce que c'est une habitude qui est très, très ancienne. Des fois, qui remonte à ses parents, à ses grands-parents. Oui, c'est comme une tradition de malheur dans une vie. Et à partir du moment où on se dit, non, là, je mets mon pied à terre, je comprends que je peux aider une personne, puis il n'y a pas rien qui vaut plus que ça. J'ai lu, comme plusieurs personnes, sans doute la dernière lettre que Steve Jobs a écrit. Steve Jobs, fondateur de Apple, comme tout le monde sait, qui était milliardaire. Puis à un moment donné, il écrit, c'est assez touchant et même déchirant. On le voit dans son espèce de tunique ou pyjama d'hôpital, dont on voit souvent les fesses à l'arrière parce que c'est mal attaché. Et là, il dit, finalement, j'ai eu tous les succès du monde, je suis milliardaire. Puis il dit des choses intéressantes. Une des choses qu'il dit, on s'habitue vite à être très, très riche. Ça devient notre état habituel, ce qui est vrai. Puis il dit, finalement, dans la vie, quand on atteint une certaine indépendance financière, une certaine autonomie, ce qui est quand même important parce qu'on vit dans un monde matériel, on devrait se consacrer à autre chose que la recherche d'avoir des milliards additionnels. Tu sais, comme un homme riche a déjà dit, je peux pas mettre un pouce de beurre sur ma toast, puis je peux pas porter 2 paires de souliers à la fois. Bon, je sais que des anciens premiers ministres du Canada avaient 180 paires de souliers dans leur tiroir, puis certaines femmes de tyrans d'Amérique du Sud en avaient 500 paires. Mais par contre, t'en portes juste une paire à la fois, puis bon, est-ce que c'est vraiment la source du bonheur d'avoir tant de souliers? C'est vrai que mon ami Luc Poirier, à un moment donné, a publié sur Facebook un livre intéressant. On voit un livre d'à peu près 1000 pages. C'est le tome 1 au sujet des femmes, c'est les souliers et les femmes. Mais enfin, je veux pas être macho, mais c'est vrai que c'est un peu intriguant. Mais il reste que la chose, je trouve, qui est importante et déterminante, et c'est de ça dont j'ai voulu parler dans mon livre « Le retour du millionnaire », c'est qu'à un moment donné, c'est automatique. Si tu comprends ça, ça prend une fraction de seconde pour le comprendre. À ce moment-là, tous tes efforts, tu te dis, je suis parfaitement placé dans ma vie, peu importe ma condition, ma pauvreté, ma richesse, mes problèmes, mes ennuis familiaux, professionnels. Je suis parfaitement bien placé pour faire de ma vie une vie magique, une vie merveilleuse. Et c'est ça. Dans le livre « Le retour du millionnaire », le jeune homme, son père s'est suicidé, donc c'est pas trop un bon départ dans la vie. Et lui, évidemment, il veut devenir comédien comme son père, qui est un comédien raté, ce qui l'a poussé vers le suicide. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit à la banque qu'il n'y a plus d'argent, puis la gérante qui est un peu comme un ange gardien, parce que les anges gardiens, c'est pas juste des êtres avec des ailes. Un ange gardien, ça pourrait être à la limite être toi, Marc-André. C'est quand même assez incroyable. Mais moi, justement, ça c'est une belle maison. Effleurée, on la voit pas. Celle-là est vraiment belle. Malheureusement, mais écoute, on a... Non, mais donc un ange gardien, c'est quelqu'un, ange gardien ou Dieu ou ton maître spirituel, qui t'aide, qui te donne un conseil, il faut une certaine ouverture. Et donc, il y a quelqu'un qui dit, mon beau-frère est gérant au Ritz, à Montréal, puis tu devrais aller le voir. Elle lui donne sa carte. Il se rend là, il sait pas exactement son idéal. Quand tu voulu être comédien, et surtout comédien célèbre et célébré et riche, aller travailler comme chasseur au Ritz, chasseur ou groom, là, le métier le plus modeste. Mais il va quand même, puis là, il fait un peu de façon extraordinaire, comme ça arrive souvent dans la vie, la rencontre du millionnaire. Et là, le millionnaire dit, il explique un peu son cas, je vais être comédien. Puis là, le millionnaire dit quelque chose d'assez surprenant, et c'est au cœur du livre, c'est à la base de la philosophie qui est dans le livre, parce que c'est quand même un conte philosophique. Il dit, dans le fond, tu es trop intelligent pour désirer la vie de rêve comme tout le monde. Tu devrais plutôt désirer la vie magique. La vie magique, c'est la vie où on se réalise spirituellement. On peut être pauvre, on peut être... Parce qu'il y a plein de gens, on ne sait pas, il y a plein de gens qui peuvent être chauffeurs de taxi, ils peuvent être conducteurs de l'autobus. Mais pourquoi intelligent, donc tu vas plutôt opter pour la vie magique? Pourquoi? Parce que
dans la vie, je crois que par exemple Steve Jobs, c'est ma prétention, ma croyance, que moi je crois à la réincarnation, quand ça va revenir, il va pas vouloir devenir un homme d'affaires, il l'a déjà fait, il a fait le tour, il va vouloir aider les gens, soit un maître spirituel ou quelqu'un qui va se dédier complètement à la vie spirituelle parce qu'il l'a déjà fait. La vie de rêve, il l'a vu, il en a vu les charmes, les grandeurs, il en a vu aussi les limites, que c'est pas nécessairement, ça procure pas nécessairement le bonheur. C'est sûr qu'une certaine aisance financière aide au niveau de la liberté, mais en même temps, si rendu à un certain point, ça donne rien, ça devient comme un excès. Et donc, dans le livre, le millionnaire dit, tu devrais faire ça, mais le jeune homme, comme beaucoup de gens, dit, j'aimerais quand même ça. C'est comme si tu proposes à quelqu'un, je te donne 20 millions de dollars, mais tu ne seras pas heureux. Ou sinon, je te donne rien, mais je t'assure que tu seras heureux. La plupart des gens vont dire, donne-moi quand même 20 millions de dollars, je vais prendre une chance, même si c'est sûr qu'ils ne seront pas heureux dans ce pari-là. Alors, le millionnaire lui permet de vivre l'expérience parce que, dans le fond, toute vie est une expérience spirituelle. Tout ce qu'on vit, c'est toujours une expérience spirituelle. On a beau penser, même si on fait un travail manuel, c'est toujours une expérience spirituelle où on apprend des choses, on se développe intérieurement. Donc, le millionnaire lui propose ça. Il vit la vie de rêve, puis à un moment donné, à la fin, il se rend compte, puis il donne une énigme aussi. Il dit, tu vas te rendre compte, tu ne seras pas heureux, mais il faut que tu te souviennes de quelque chose. Parce qu'il il y a une espèce d'amnésie, il perd la mémoire de cet événement-là. Puis à la fin, il se rend compte, il dit, ah oui, c'était ça l'énigme, c'est ça l'intrigue. Quand on parle de cette semaine, là on parle de spiritualité, de réussite et d'argent aussi, bon tout ça enchevêtré ensemble. Cette semaine, je t'ai vu donner la conférence, ta conférence oui, sur l'art du bonheur que j'ai adoré, que j'aimerais beaucoup avoir en format vidéo ou audio, du moins. J'ai pris quand même quelques notes, mais il y a une chose que tu parles là-dedans, tu donnes un exercice. En fait, tu t'en donnes deux. Le premier exercice, tu dis d'écrire notre limite. Parle-nous de ça un peu là, par rapport à justement c'est sûr que je crois quand même que la plupart des gens, tu sais, quand tu vas dans un magasin, tu vas acheter un objet, en principe, il y a une étiquette sur chaque objet qui peut être oui ou non négociable, mais mettons un objet pour 50 $, l'autre 100 $. Je crois que chaque personne a une étiquette invisible sur son front, dans son cœur, dans sa tête, et cette personne-là se dit qu'elle est prête à vendre son temps, sa qualité, son talent pour tel prix. Oui. Parce que c'est un peu Howard Hughes qui disait ça, tout le monde a un prix. Mais quand tu dis qu'elle est prête, c'est ce que tu veux dire, c'est qu'elle est mentalement, elle croit ça dit que tout le monde travaille. Elle vaut ça. Quelqu'un qui travaille pour 10 $ de l'heure, c'est qu'il se dit, ben ok, j'accepte de travailler à ce prix-là, c'est ce que je vaux. C'est correct quand on est étudiant, mais à un moment donné, on pourrait se dire, et moi c'est ma prétention, et dans beaucoup de mes livres, comme dans justement toute la série du millionnaire, je crois beaucoup que beaucoup de gens ont une valeur beaucoup plus grande que leurs conditions, une valeur beaucoup plus grande que ce pourquoi ils sont payés. Et c'est pour ça que ce genre de personnage-là va toujours me chercher parce que je trouve qu'il y a plein de gens qui ont un talent immense, incroyable, mais pour toutes sortes de circonstances, parce que les parents, les amis les ont écrasés, les ont découragés, parce que eux-mêmes, des fois, ont subi le même traitement, ben, ils vont pas aller à un niveau où ils pourraient aller et où ils seraient, disons, payés à leur juste valeur. Je suis en train de c'est comme si une personne accepte de travailler à 10 $ de l'heure, mais son patron, qui est assez perspicace, serait prêt à lui donner 100 ou 200 $ de l'heure, sans qu'il soit avocat pour autant. Et cette personne-là l'accepte, et son patron aussi se dit, ben ça me demandait plus, je lui donnerais. Mais comme elle ne me le demande pas, puis c'est un bon homme d'affaires ou capitaliste, ben il ne va pas lui donner. C'est rare que les gens disent, ah tu me demandes 10 $, non je vais t'en donner 20. Et c'est un peu la base aussi de beaucoup de mes livres dans la série du millionnaire, que les gens réalisent qui ont ce pouvoir-là. Comme je racontais à la conférence, il y a une dame qui vient à une de mes conférences, puis elle me dit, la semaine dernière, j'allais à une entrevue d'embauche, je m'étais dit, je vais 30 000 $, 30 000 $. C'était comme son mantra. Elle dit, 2 jours avant d'aller à l'entrevue, j'ai lu votre livre de millionnaire,
Puis là, je me suis dit, je veux 40 000. Là, elle me vient à la conférence, elle dit, je l'ai obtenu. Mais je dis, c'est pas mal. 10 000 d'augmentation pour 2 heures de lecture. Je dis, vous auriez pu aussi demander 50 000 ou peut-être 500 000 ou 5 millions. Il y a des gens qui gagnent 5 millions par année. Ils ne sont pas nécessairement plus intelligents. C'est juste qu'à un moment donné, ça dépend dans quel étang ou dans quel lac on va aller pêcher. Si vous pêchez dans un aquarium où il y a juste des bénés, vous allez pogner des bénés. Vous allez dans l'océan, vous allez prendre peut-être des espadons qui pèsent 300 livres. Justement, je suis en train de lire le livre d'Oprah Winfrey, ce dont je suis certaine. Oui, puis excellent livre. En anglais, bon, c'est What I Know For Sure. Puis elle dit justement elle parle, bon, elle vient d'un environnement très pauvre, etc. Donc, où elle s'est fait rabaisser tout le temps, puis elle faisait dire par son entourage. En plus, noire. Parce que c'était une femme noire, exactement, de son époque. Dans notre société. Alors, elle dit de rêver très, très, très grand. Parce que c'est vrai que, dans quelque part, si en anglais, on utilise l'expression short change, si on se court-circuite ou en fait, on coupe notre monnaie de notre change déjà d'avance. C'est plus difficile de remonter après que de descendre. Oui. Donc, on est aussi bien de commencer en haut, de rêver grand, quitte à descendre un peu, plutôt que de rêver moyennement ou petit et d'être obligé ou après on n'aura pas le réflexe de vouloir aller plus haut nécessairement. Tu as raison, et elle a raison, mais par contre, il y a juste une personne à tous les 4 ans qui va devenir président des États-Unis. Et donc, je trouve que il faut pas quand même, parce que comme c'est pas toujours ça qu'on va réussir, même si on a des rêves grands. C'est pour ça que je trouve dans le Retour du millionnaire, donc voici le livre, La vie magique, c'est justement plus sympathique parce que tout de suite, tu as le succès, tout de suite, tu as le bonheur, puis des leçons que tu aurais apprises 20 ans après avoir été débattu, pour avoir obtenu ce que tu voulais par la vie de rêve, tu les obtiens tout de suite. Tu n'as pas les ulcères d'estomac, tu n'as pas les maux de tête, tu n'as pas sacrifié tout ton entourage. Donc, oui, c'est vrai, voyons grand, ayons des grands rêves, mais que ces grands rêves-là, que cette vision-là énorme de soi-même, ne nous fasse pas oublier les petites joies extraordinaires de la vie, les gens qui sont autour de nous. Comme ce pauvre petit chien qui est exploité par son maître. C'est dégueulasse, je le souligne, c'est dégueulasse. J'espère que ça ne sera pas coupé. C'est parce qu'il est extrêmement mignon et extrêmement résilient. Premièrement, il accepte d'être avec toi. C'est une preuve d'une énorme résilience. J'espère que vous voyez que Marc et moi, on est des amis quand même depuis longtemps. Oui, sinon je ne voudrais pas de dire ce que je pense vraiment. Si j'avais des entrevues comme ça chaque fois, je pense que... Non, je maquillerais ma pensée sur des compliments creux, mais flatteurs, évidemment. Mais non, mais c'est vrai que... Il marche difficilement. On disait ça à la maison tantôt, chez toi, que c'est important de vouloir ce que l'on a et d'aimer ce qu'on a. Ouais. Non, de vouloir ce que l'on a pour nous permettre d'accéder à quelque chose que l'on veut. Parce que si on fait toujours demeurer dans l'attente de j'aimerais ou je souhaiterais ou quoi que ce soit, c'est vrai. Mais ça arrive, c'est très difficile pour ça ces choses-là de se manifester parce qu'on est toujours dans un état de manque et de demande. C'est vrai, totalement. Donc, tu as raison. plutôt que vous n'aimez pas votre petite maison qui est vieille de 70 ans puis que vous avez trop de réno à faire dedans, peu importe, il faut apprendre à l'aimer, à aimer ce qu'il y a là, donc d'avoir un esprit de gratitude par rapport à cet environnement-là, pour être capable de stimuler, de faire grandir la manifestation de quelque chose de mieux. J'aime pas dire ça, mais tu as raison. Oui, c'est ça, exactement. C'est surprenant de ta part. Justement, puis on arrive, je te débarque justement là, très bientôt, donc enfin... Non, mais c'est vrai, puis aussi, Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. C'est sympathique. Ouais. Mais en même temps aussi, à chaque jour, on trouve des joies qui nous nourrissent, qui nourrissent notre âme, celle des gens autour de nous, puis qui valent plus que beaucoup de supposées grandes joies sociales, de reconnaissance, d'être reconnu. Bon,
donc tout le monde veut être plus ou moins reconnu. Mais ce chien est trop mignon, il n'est reconnu que par personne. Dernier mot Oui. sur ton sujet du bonheur ou de la vie magique de ton livre avant qu'on se quitte. Un dernier mot, c'est difficile à dire. Écoute, achetez-le. Achetez le livre. Non, comment je pourrais dire, c'est quand même dans la série, la prochaine, c'est quand même dans la série, le livre j'ai mis toute mon expérience de plusieurs années. En plus, il y a plein de personnages complètement surprenants, où chacun, c'est comme un peu comme un film de Walt Disney, vous lisez ça, ça prend 2 heures à peine. Je crois qu'il y a des enseignements, un peu le fruit de mon expérience de temps d'années. Puis aussi, ça s'est écrit vraiment, si j'ose pas le dire, en à peine 1 mois. Mais, on voit des ballons qui... Ah, les enfants sont revenus à la maison. Ah, ben, ça va être le fun. Et je pense que les gens vont avoir non seulement un plaisir, mais aussi des enseignements. C'est un peu mon but dans la vie, c'est de divertir, mais en même temps de peut-être, sans prétention, donner des espèces de leçons de vie qui aident les gens à sourire. Maintenant, mais il est trop mignon. Le plus important, c'est ce chien. Ce chien qui est très résilient. Je veux quand même te dire merci, oui. Même si ça me coûte un peu. Oui. Et puis, on va faire beaucoup de coupes au montage. OK, ben non, mais garde le meilleur. Le best is yet to come. Merci et bon succès pour le livre. OK, merci. Salut.